3. Levo. Milites. Consistite. Ad. Sinistram. Inclinate. Komm, wir machen es so, halt. Wie wäre so ein Krug Wein? Das vergibt sich. Wow. The last time out. Extra. 1, 2, 3, 4. Il y a la tuile de la corde qui va s'enfuir. Unos, dos, tres, cuatro. Inter! 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, ici vous voyez les légionnaires comme ils se présentaient au temps de l'empereur Vespasien, c'est-à-dire des années 70-75 de notre ère. D'abord, chaque légionnaire porte les sandales qu'on appelle caligae, qui étaient coupées d'une partie de cuir et puis revêtues de clous afin de renforcer le pied en marchant sur le terrain tel que vous le voyez ici. Chaque légionnaire porte également un ceinturon appelé cingulum. Devant chaque cingulum, il y a les lanières en cuir qui sont cloutées et se terminent par un petit pendant. L'utilité de ces lanières n'est pas tout à fait claire, mais on suppose que c'est surtout une défense psychologique de certaines parties masculines. Puis le légionnaire, revêtu certainement de la fameuse tunica, qui est de couleur rouge, allant au pourpre quelquefois. Comme ça, nous pouvons passer à l'armement défensif de chaque légionnaire. Il y a d'abord le bouclier carré, qui est formé de 3 épaisseurs de bois, style triplex, recouvert de toile ou de cuir, sur lequel était peint le blason de chaque légion. Puis il y avait l'umbo, la partie centrale en fer, qui protégeait la main et qu'on pouvait employer pour donner des coups vicieux à l'adversaire. Chaque scutum est terminé sur les bords avec des pièces métalliques, question de les renforcer et de protéger ces bords. La seconde défense dont dispose chaque légionnaire est soit l'armure, la lorica segmentata,
qui est faite de bandes de fer, soit la cotte de maille que je porte moi-même, chaque cotte de maille consistant à peu près 25 000 à 30 000 petits anneaux qui sont riftés l'une à l'autre. Les lorica segmentata sont des bandes de fer. À l'intérieur de chaque bande, il y a une lanière en cuir qui relie les plaques les unes les autres et qui forme un uniforme assez souple, question de pouvoir se mouvoir sur le terrain. La dernière pièce défensive est le casque qui peut être en fer, comme ici, ou en bronze. Vous voyez les bonnes défenses, c'est-à-dire les grandes jugulaires, la défense dans la nuque et la bande métallique de fer qui recouvre le front afin de dévier les coups portés de haut en bas, par exemple par la cavalerie. Passons maintenant à l'armement offensif. D'abord, il y a le pilum. C'est le javelot qui est d'abord jeté et qui est fait d'une hampe de bois et une pointe de fer. À l'impact, la pointe de fer pliait parce que le fer n'était pas durci, de tel point que le bouclier qui était transpercé par le javelot était devenu inutilisable. L'épée qui est dénommée gladius et qui sert à frapper d'estoc allant visant l'estomac de l'adversaire. Puis il y a encore le couteau, le poignard, qu'on appelle pugio et qui est l'arme du dernier ressort. Tout à côté, vous voyez un sous-officier, c'est-à-dire l'optio, qui était l'homme choisi par le centurion et qui commandait la centurie dans l'absence du centurion ou au cas où celui-ci serait tombé au combat. Les symboles de son office sont représentés surtout par la crinière partant de devant allant en arrière et les deux plumes qui sont insérées dans les petits tubes à côté du casque. Puis il y a en plus le bâton d'optio qui est terminé par une boule en laiton et qui sert à frapper les légionnaires qui ne marchaient pas dans les rangs. On pouvait de telle façon atteindre même les légionnaires au 2e ou 3e rang.